Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la qualification des Spurs en finale de conférence, de l'avenir des Wolves et des Pistons qui ont arraché un Game 7 face à Cleveland. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on a la fin de la série entre les Spurs et les Wolves. Ça y est, c'est terminé. Tout à fait. Charlie, si je te dis 38, 29 et 30, est-ce que tu sais à quoi ça correspond ? Non, pas du tout. C'est le nombre de points d'écart qu'il a eu dans 3 des 4 victoires des Spurs face à Minnesota dans cette demi-finale de conférence. 2, 5, 6, ouais. Ouais. Malgré leur inexpérience, cette équipe de San Antonio, emmenée par Victor Wembanyama, a totalement maîtrisé son sujet face à des Wolves diminués par les blessures, certes, mais qui n'ont jamais vraiment existé dans cette série au-delà du premier match remporté sur le parquet des Spurs après une qualification convaincante face aux Nuggets. L'autre match qu'ils ont remporté, Wembanyama avait été expulsé au deuxième quart-temps, après son fameux coup de coude. Les Spurs sont en avance sur leur évolution et semblent ignorer pour le moment que leur inexpérience devrait être un obstacle dans leur parcours vers le titre NBA. Victor Wembanyama est un joueur à ce point hors norme qu'il nous oblige à revoir nos critères habituels et il est parfaitement épaulé pour continuer à rêver à l'impossible. Le coaching staff, Stephen Castle, Dylan Harper, De'Aaron Fox, Luke Cornett et tous les coéquipiers sont en mission et face à eux vont se dresser les champions en titre. C'est un peu le boss final du jeu vidéo de ces playoffs 2026, le OKC Thunder. S'ils parviennent à passer cette épreuve, difficile de ne pas voir les Spurs aller au bout. Pour les Wolves, je pense qu'il est temps de faire ce que je prône depuis un temps dans ce podcast, à savoir réajuster l'effectif autour d'Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Naz Reid éventuellement, essayer de recouper des pics de draft, soit ça, soit faire venir une star. Minnesota a été dans plusieurs rumeurs ces dernières années. Il y a notamment les rumeurs concernant Kevin Durant. Plus récemment, il y a eu Giannis Antetokounmpo. Une chose est certaine, il faut absolument entamer une nouvelle dynamique le plus tôt possible, à mon sens. Charles, ton avis pour commencer sur la qualification des Spurs ? Déjà, on attendait une belle réponse de Wembanyama au match 5 après son exclusion. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a eu, cette réponse. Il nous a fait un match de patron. Son match 5, c'est 27 points, 17 rebonds, 5 passes, 4 contres. Surtout une entame très agressive de sa part. Il met 18 points dans le premier quart. Et franchement, il leur fait la totale. Finition au cercle, après rebond offensif, 3 points dans le corner, mi-distance, dunk, alley-oop. Vraiment, on a eu une démonstration de sa panoplie offensive. Assez vite, les Spurs se détachent, mais Minnesota, comme souvent, ne lâche rien. Ils reviennent même à hauteur dans le troisième quart, après avoir été menés de quasiment 20 points, je crois. Et c'est Stephen Castle, dans le troisième quart, alors que Minnesota était revenu à égalité, qui va leur remettre un coup derrière la nuque, bien épaulé notamment par Keldon Johnson et Dylan Harper, qui sont hyper efficaces en sortie de banc. Donc ouais, tu l'as dit, la réponse, elle a été collective. Ça, c'était dans le match 5. Ouais, tout à fait, dans le match 5, ouais, et puis dans le match 6, il fallait conclure cette série à l'extérieur et ils ont absolument pas fait dans la dentelle. C'est un match qui est un peu décevant parce que complètement à sens unique. En fait, les Wolves n'ont jamais semblé être en mesure de remporter cette rencontre. Ils ont d'ailleurs jamais été devant au score, il me semble. Cette fois-ci, ceux qui ont attaqué pied au plancher, c'est Stephen Castle et De'Aaron Fox. Bon, comme toujours, les Wolves sont combatifs, ils reviennent à moins de 10 points, mais derrière, ils prennent un run terrible, je crois quasiment 20-0, et voilà, c'était... Ils ont lutté, Edwards a fait tout ce qu'il a pu pour maintenir le suspense, Naz Reid et Terrence Shannon Jr. l'ont pas mal soutenu en sortie de banc, défensivement, il y a quelques stops, mais en fait, l'écart est trop conséquent, et à la mi-temps, il y a toujours plus de 10 points d'avance pour les Spurs, et derrière, très vite, en début de troisième quart, dans la foulée de Castle et Fox à nouveau, l'écart repart au-dessus des 20-25 points. Bon, écoute, à aucun moment, les Wolves ont semblé être en mesure de remporter ces deux rencontres. Pour être honnête, les Spurs ont parfaitement déroulé leur partition sans trembler, et je trouve que c'est vraiment remarquable pour une équipe qui est aussi jeune et inexpérimentée. À 2-2 dans la série, on les a jamais sentis inquiets. Ils ont toujours donné l'impression d'être en maîtrise. Et d'ailleurs, Wembanyama a eu une phrase assez marrante en conférence de presse en disant qu'en fait, leur manque d'expérience était finalement peut-être un avantage. Il a repris à sa sauce la phrase de Mark Twain. Là, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, sous-entendant probablement qu'ils étaient tellement dans l'insouciance qu'en fait, ils ne subissent pas la pression de l'enjeu. Donc voilà,
une demi-finale de conférence, franchement, très très maîtrisée par les Spurs. T'as rappelé l'écart qu'il y a eu au match 2, 5 et 6. Bon, il n'y a pas photo, mais malgré le fait que les Wolves se sont battus avec leurs armes, malgré les soucis physiques, malgré l'absence de DiVincenzo aussi, bon, voilà, il y avait un vrai écart entre ces deux équipes et ça s'est vu. Oui, complètement. On peut saluer l'inexpérience des Spurs, certes, mais il y a quand même un niveau de préparation de cette équipe Ouais, qui est absolument colossal. On a vu Minnesota démarrer le match 6 avec un... C'est marrant, c'était une stratégie qu'on avait évoquée dans la preview, c'est-à-dire Julius Randle sur Wembanyama d'entrée de jeu et Rudy Gobert qui a été mis sur Stephen Castle pour essayer de venir justement en aide en deuxième rideau défensif pour empêcher les pénétrations et essayer de bloquer Wembanyama à l'intérieur. Et ils se sont fait mais démonter dès le départ. Stephen Castle, c'était Steph Curry tout d'un coup. Un mec a enchaîné les 3 points. Dès qu'il avait un espace, il prenait un tir. Et effectivement, tu vois qu'il n'y a aucune hésitation dans son jeu. Tu sens que cette équipe des Spurs sait exactement ce qu'elle doit faire, les stratégies qui ont été bâties, notamment dans les couvertures défensives. Là, quasiment tous les matchs de cette série, on voyait quasiment systématiquement des prises à deux sur Anthony Edwards une fois qu'il passait la ligne médiane. Et il a raison, Anthony Edwards. Si DiVincenzo avait été là, probablement que ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre bien en sûr. place côté Spurs. Ils auraient pu punir cet excès cette surcharge qu'il lui mettait pour lui faire lâcher la gonfle beaucoup mieux. Or là, donc ils ont pas commencé comme ça. Ils ont fini par le faire quand Anthony Edwards a commencé à prendre un peu chaud, à rentrer quelques paniers et à offrir une opposition. Ça n'aura pas duré très très longtemps. Les Spurs ont immédiatement repris le schéma défensif qui avait fonctionné jusqu'alors et ensuite ils ont déroulé. Il y avait pas trop photo. On peut saluer Nasrid qui a été très bon, Terrence Shannon Jr. Vraie révélation pour moi côté Minnesota de ces playoffs. C'est clair, ouais, je suis bien d'accord. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, cette équipe des Spurs a une profondeur de banc, a du talent de partout. Et cette espèce de trio d'arrière, encore une fois, on ne cesse de parler de ça. On en avait déjà parlé euh, quand il y avait eu la NBA Cup, quand ils avaient battu le Thunder en décembre dernier. Le fait d'avoir ces 3 arrières, Dylan Harper, Stephen Castle et De'Aaron Fox, là, De'Aaron Fox, il est absolument impeccable sur ce match. Et c'est bon de le souligner aussi, puisqu'on lui est tombé dessus auparavant quand il avait fait des matchs beaucoup plus compliqués. Et j'espère pour lui qu'il va continuer sur sa lancée parce qu'ils vont avoir terriblement besoin de son métier et de sa capacité à ne pas perdre de ballon. En tout cas, c'est ce qu'il ne va pas falloir faire face à OKC. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, moi j'ai jamais senti les Spurs inquiets. Je pense que s'il n'y avait pas eu la suspension de Wembanyama, on était sur un match en 5. Ils ont été cueillis à froid sur le premier match. C'est peut-être là qu'il y a eu les Wolves étaient encore sur l'euphorie de la victoire face aux Nuggets et les Spurs ont été un peu pris de court. Sans ça, je pense que c'était une victoire en 5 matchs. Euh, et c'est une bonne chose. Je pense que cette confrontation face aux Wolves aura été bénéfique pour ces Spurs dans la préparation de ce qui les attend face au Thunder. Ouais, bah, bien sûr, ouais, non mais ça, je suis complètement d'accord avec ça, avec toi. Peut-être que les Wolves étaient l'adversaire idéal pour ces Spurs-là, pour se préparer à recevoir OKC. D'abord parce que bah, Minnesota, c'est une équipe qui a des ressources mentales qui sont colossales, qui a aussi un impact athlétique qui est très Tout à important, fait. qui a du métier. Enfin voilà, là, San Antonio vient de taper une équipe qui restait sur 3 finales de conférence d'affilée. 2, 3, je sais plus. Ils ont fait 2004 et 2024 et Ouais, 2025. donc c'est ça, donc 2. Ils étaient Donc, partis pour potentiellement se qualifier pour leur troisième. Donc oui, je suis d'accord que pour les Spurs c'est idéal. Bon, j'avoue que moi sur cette série, je suis un peu déçu pour Gobert qui a vraiment été en difficulté. Autant face aux Nuggets, il avait été incroyable, autant là il a vraiment été dans le dur. Et d'ailleurs, bah, Chris Finch en a pris conscience. Hein, son temps de jeu a diminué à mesure que la série avançait. Il l'a même d'ailleurs assez un peu exposé. Enfin, en tout cas, il l'a pas préservé en conférence de presse en disant qu'il avait fait pas mal d'erreurs défensives. Alors évidemment, ça relance les débats le concernant. On sait bien que Gobert, c'est vraiment le joueur qui n'a pas le droit de se louper sans que certains viennent nous expliquer qu'il est nul et surpayé. Bon, je suis vraiment pas le seul à avoir sombré dans cette série. Randle avait eu un apport positif sur le premier match avant de complètement disparaître. Ouais, Alors on mais a... ouais.
Complètement disparaître, c'est presque gentil, j'ai C'est envie de presque dire. trop gentil, ouais. Ouais, ouais. On avait mentionné les séquences défensives, notamment de Stephen Castle sur lui il y a quelques jours, mais ça suffit pas à expliquer ce naufrage. Il a pas le droit de terminer ce match à 3 points. Il a pas le droit de terminer le match à seulement 8 tirs. Dans l'ensemble, de toute façon, c'est pas possible que ton secteur intérieur titulaire finisse un match aussi important que celui-là à 3 points et 10 rebonds en cumulé. C'est pas possible. Ça, Il a eu des tirs ouverts, Julius Randle. bien sûr. Il y a plein de fois, dans plusieurs rencontres, il y avait des moment and shift, des changements comme ça d'énergie, d'élan, où le ballon était parfaitement ressorti sur lui à l'extérieur et fallait punir sur le périmètre. Ça, on l'avait dit dans la preview. À partir du moment où tu joues les Spurs, de toute façon, tu sais très bien que la raquette va être verrouillée. Et manifestement, Julius Randle, une fois qu'il est plus en mesure d'aller jouer des épaules dans la raquette, dès qu'il faut être un peu constant à l'extérieur, il n'y a plus personne. Mi-distance et 3 points, c'était absolument abject. Bah là, il finit la série avec 34% d'adresse, dont 19% à 3 points. Hmm. C'est Abject. c'est pas possible. C'est C'est pas censé être la possible. seconde option offensive de cette équipe, c'est pas possible du tout. Voilà, il est trop indispensable pour avoir ce rendement-là. Et tu peux passer au travers de certains matchs, tu peux rater, voilà, tu peux avoir une soirée où ton tir rentre pas. Là, c'était systématique. Et franchement, j'ai pas envie de frapper un homme à terre. Là, c'est presque désolant de s'en prendre à lui. Mais Bah, en fait, on, je pense qu'aujourd'hui, les fans des Bulls, ils savent à quoi s'en tenir avec lui. Il est efficace dans certains duels, mais c'est ce que je dis depuis un bon moment concernant lui et Rudy Gobert. C'est qu'il y aura toujours une équipe sur ton chemin vers les finales NBA potentielles qui arrivera à le faire déjouer lui et à rendre Rudy Gobert inefficace. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser maintenant, ces deux joueurs-là. Là, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des bonnes choses. Je pense que leur cote, elle est encore bien. On peut toujours dire, ouais, mais attends, il y avait Victor Wembanyama, le gars, c'est un espèce d'alien pas possible défensif. Et tu peux justifier ça. Ils ont toujours dans au bénéfice du doute la série face aux Nuggets. Donc, à mon avis, les Bulls ont plutôt intérêt de les vendre le plus rapidement possible. Parce que ces deux joueurs-là ne permettent plus, ne permettront pas à cette équipe de dépasser un stade qui est très bien. Les finales de conférence, c'est très bien. Ils ont fait les finales de conférence l'an dernier. C'est extraordinaire comme résultat. Mais aujourd'hui, l'ambition de Minnesota, ça ne doit pas être ça. Ça doit être d'essayer d'aller plus loin. Quand tu as un talent comme Anthony Edwards, tu dois viser au-delà. ouais, et puis, en fait, ce qui est agaçant avec Randle, c'est, ok, ça arrive que les shoots y rentrent pas, mais compense. Je veux dire, compense en te battant, compense en te donnant à 200%. Je veux dire, t'as un L'attitude. leader qui s'appelle Anthony Edwards, qui est pas bien physiquement, et pourtant le mec, il se tue sur le parquet. Je veux dire, il laisse ses tripes à chaque seconde qui passe. Et Randle, il est pas capable de se faire violence là-dessus. C'est un truc qui a toujours été un peu le cas avec Ouais. lui et qui est agaçant, quoi. Et surtout, c'est encore plus agaçant dans cette équipe-là où tu vois bien qu'il y a que des soldats, en fait, quoi. Il y a que des mecs qui sont prêts à se tuer sur le parquet pour leur équipe. Et Randle, c'est pas le cas. Non, non, non. Il se laisse décourager par ses mauvaises Ouais, c'est ça, en performances. fait, il se laisse complètement porter par, ouais, c'est ça, en fait, dès que tu vois qu'il est pas bien dans son match, tu sais que, bah, il va être pénible, en fait, quoi. Et moi, je suis d'accord, j'ai un peu la sensation que cette équipe, elle doit évoluer si elle veut accrocher le train au KC Spurs. Alors, évidemment, à peine l'élimination entérinée, les insiders s'empressent de dire, ah, ils veulent Giannis, ils sont intéressés pour tenter leur chance, etc. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que ce duo Randle-Gobert, comme tu le dis déjà depuis plusieurs mois, il a montré des limites claires. Donc, on verra bien ce que le front office décide de faire. Moi, je pense qu'il y a quand même matière à faire évoluer cet effectif. J'ai aussi vu que certains tapaient sur Chris Finch. Bon, Ouais, je sais pas si ouais, c'est c'est je un sais peu pas si c'est dur. l'urgence, Chris Finch. Ouais, et puis c'est un peu dur quand même. Faut pas oublier que Anthony Edwards était vraiment diminué physiquement, que la perte de DiVincenzo, elle leur a fait Bien beaucoup sûr. plus de mal que ce qu'on pourrait croire. Il a essayé des choses sur l'utilisation de Randle, sur les séquences en small ball avec que du Nasrid dans le 5. Alors, ça a pas fonctionné, et d'ailleurs, il a parfaitement assumé ses responsabilités en conférence de presse, hein. Il a dit qu'il s'était planté.
moi, j'ai surtout la sensation que la marche, elle était un peu trop haute cette fois-ci, que les Spurs étaient vraiment devant, surtout avec les soucis physiques. Bien sûr. Voilà, je suis pas hein, le plus grand fan de Chris Finch. Moi, cette saison, il m'a parfois un peu gavé avec certains choix, avec certaines rotations. Là, sur ces playoffs, je trouve pas que ce soit le plus critiquable. Non, non, tout à fait. Et les problèmes de cette équipe, on les connaît. Enfin, déjà, l'an dernier, déjà, quand s'étaient fait sortir par OKC, moi, j'avais dit exactement ça. Il faut, Ah ouais, bah oui, ça fait tu ne un peux an. pas, tu ne peux pas aller au bout avec Randle et Gobert. Et c'est marrant parce que Julius Randle, si tu regardes un petit peu son parcours, tu peux presque trouver des choses positives à dire le concernant. Le gars arrive au Knicks, il fait une saison de All-Star, il s'écroule totalement en playoff en premier tour face aux Hawks, mais n'empêche que son arrivée aux Knicks correspond au moment où les Knicks vont commencer à retrouver un petit peu des couleurs et à relever la tête après 2 décennies de catastrophe absolue. Il est transféré aux Wolves dans l'échange avec Karl Anthony Towns, avec lequel ils ont fait les finales de conférence. Quand il arrive avec DiVincenzo à Minnesota, tout le monde dit ouais, à mon avis, ça va être compliqué de faire aussi bien que ce qu'ils ont pu faire la saison passée. Et finalement, c'est exactement ce qu'ils arrivent à faire. Il a maintenu quelque part ce niveau collectif avec Minnesota. Alors après, on peut dire les circonstances ou je sais pas quoi, peu importe. Moi, je m'en fiche personnellement. Ils ont fait une deuxième finale de conférence, qui n'est pas rien quand tu termines dans le Final Four NBA. C'est quand même énorme comme résultat. Oh, il a quand même été sacrément exposé par OKC. Hein. Bien sûr, mais pour le coup, il n'a pas eu une baisse face à OKC l'an dernier. Il n'a pas eu la baisse comme il avait la baisse atroce qu'il avait eu face aux Hawks. Et là, face aux Spurs, c'est hors catégorie tellement c'est Ah, mais c'est moi, un, je suis c'est un pas d'accord avec cataclysme toi. absolu. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Contre OKC, il a des matchs, c'est des trous noirs. Ah, il y a des matchs, c'était compliqué, mais il n'était pas totalement ridicule, enfin ridicule, totalement inexistant comme il l'a été là. Il a eu 2, 3 bonnes sorties, je Oui, crois. oui, il a eu des matchs Il me où il semble. a contribué au scoring, mais C'était pas totalement absurde. Voilà, là c'est absurde. Les, oui, les, là, les, là, les oui. sorties qu'il nous a fait, ça n'a aucun sens. Tu payes pas 38 millions de dollars pour avoir cette production-là, c'est pas possible, quoi. Bah, surtout le dernier match qu'il nous a sorti, là, c'est Il y a terrible. 33 millions. Donc voilà, donc je maintiens que Julius Randle et Rudy Gobert, aujourd'hui, ce sont 2 joueurs qui ont trop de défauts Ouais. pour t'emmener loin. Et reconstruire dans le sillage de ce que sont en train de faire le Thunder. Le Thunder et les Spurs viennent de détacher le wagon. Très sincèrement, dans cette conférence ouest, ils ont détaché le wagon. Tout à fait, ouais. Il y a une locomotive, Thunder Spurs, ils ont détaché le train et les autres, ils sont à la traîne. Les Nuggets, les Wolves, toutes ces équipes-là qui pensaient être encore au coude à coude, les Rockets, j'en parle même pas. Euh, qui d'autres on pourrait citer dans cette conférence ouest? Allez, Il y a dis-le. les Lakers. Voilà, merci. Je vais dire, aujourd'hui, réussir à construire une équipe avec les contraintes salariales qui sont imposées par la nouvelle convention collective et espérer rattraper ces 2 équipes-là, putain, mais bon courage, quoi. Bah oui, c'est clair. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, quand je vois, ils veulent tout donner sur le dossier de Giannis, c'est super, les gars, mais enfin, quand même, s'il y a bien un truc que les Spurs et le Thunder prouvent, c'est qu'avoir une rotation large, c'est quand même pas mal en playoff. Hein. Ça aide. C'est cool Ouais. d'avoir 9-10 mecs sur qui tu peux compter. Alors, j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là juste après, quand on va parler de Spurs Thunder. Je suis Ouais, tout à désolé. fait. La rotation. Non, non, mais t'as raison. Ouais, la rotation. Je voudrais juste qu'on termine sur Minnesota. Qu'est-ce que tu penses que devrait faire Minnesota, sachant qu'ils ont Julius Randle et Gobert signés la saison prochaine, ils ont tous les deux une option joueur la saison suivante. Ils ont Reed qui est signé jusqu'en 2030, il me semble. Gobert aura 34 ans en juin, Randle il aura 32 ans au mois de novembre, Edwards a 24 ans, McDaniels a 25 ans, Nasrid a 26 ans. Euh, Dosunmu, qui a été absolument génial, il sera agent libre. C'était un peu le délire de le faire venir là. C'était un très très bon pick pour cette campagne de playoff. Mais le garder, ça va être une autre paire de manches parce que là, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont aller aligner les sous pour le faire venir. Mike Conley, peut-être une retraite, peut-être un retour. Bon,
Est-ce que ça change la donne, qu'il soit là ou qu'il soit pas là? J'ai envie de dire oui, vu les playoffs qu'il vient de nous faire. Ouais. Franchement, il a été exemplaire. Bones Island sera également agent libre. Qu'est-ce que tu penses que devrait faire Minnesota, sachant que moi, tu sais très bien ce que j'en pense déjà, c'est que je pense que il devrait, plutôt que de faire venir un Giannis Antetokounmpo, un Kevin Durant, ce qui pour moi est une vision court-termiste qui va forcément se retourner contre toi, parce qu'en termes de masse salariale, comme tu viens de le dire, tu limites la profondeur de banc derrière. Pour moi, il faut essayer de vendre Gobert et Randle. Comment, pour qui, pourquoi, je ne sais pas trop, mais avec l'optique de récupérer des joueurs, soit avec des contrats très courts, avec des pics de draft, ça c'est sûr. Enfin, voir comment tu peux recouper tout ça. Gobert et Randle, ça va probablement intéresser des équipes qui ont des ambitions, notamment Gobert, où ils vont se dire, ah tiens, avec Gobert, on peut peut-être passer un cap, bien que ça va être pas facile de convaincre certaines équipes. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire se servir des 2 saisons à venir pour prendre un pas de recul, refaire les fondations, reprendre des pics, réajuster vraiment le socle autour d'Anthony Edwards pour ensuite développer des talents autour de lui, de McDaniels, où là, tu as des certitudes. Voilà ce que je pense. Ouais, en fait, le truc, c'est que développer des talents, ok, mais enfin, développer des talents, Gérard McDaniels et Edwards, ils ont 25 ans, faut que les talents ils soient rapides à développer quand même, tu vois, ce serait quand même dommage qu'ils C'est le attendent d'avoir principe. 29-30 ans pour recommencer à jouer le titre, mais C'est le principe, Charlie. C'est le principe de trouver des jeunes joueurs dans une draft qui ah, sont tu veux passer capables. par la draft? Ah ouais, non, pas du tout. Alors là, je suis pas À d'accord part avec des toi. contrats, à part des contrats rookies, je vois pas comment tu peux rattraper les Spurs et OKC. Bah déjà, c'est clair que pour moi, dans le deal où tu fais partir Gobert et Randle, tu dois récupérer des joueurs. Tu dois récupérer des joueurs qui ont un profil qui est compatible avec Anthony Edwards et Jaden McDaniels. Parce que si tu passes par la draft, là, à moins d'avoir un nez incroyable et de tomber sur des joueurs qui, dans les 2-3 Ouais. premières saisons, peuvent déjà contribuer en playoff, Enfin, Anthony Edwards, je suis pas sûr qu'il soit prêt, là, à passer 3 ans. Tu vois, que tu dises à Anthony Edwards, bon bah là l'année Bah moi prochaine ça c'est, va être compliqué, mais dans 2 ans on y retourne. Quand tu lui dises 3-4 ans d'attente, là c'est compliqué. Hein. et ben là moi c'est là où je suis pas d'accord du tout avec ça. Genre tout le monde me dit ça tout le temps quand je parle de Minnesota et je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est beaucoup plus risqué d'essayer de faire le forcing en se disant attends on a fait 2 finales de conférence et une demi-finale de conférence. Et donc ça devient la nouvelle norme. Pour moi, voir les choses de cette manière, c'est prendre le risque de d'essouffler la patience d'Anthony Edwards, qui au bout d'un moment, à force de cogner dans le mur, va se dire, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais je bouge, parce qu'il va se retrouver dans la même position que Giannis Antetokounmpo aux Bucks, à savoir une équipe qui aura essayé de greffer des morceaux sur des morceaux sur des morceaux sur des morceaux, sans que ça réussisse à prendre potentiellement, parce que ça c'est pareil. On dit ouais c'est dur de passer par la draft, mais est-ce que c'est plus facile de passer par les signatures d'agents libres ou de faire des transferts? Je suis pas sûr de ça. Bah, c'est-à-dire que je pense que quand tu as un noyau Edwards, McDaniel, Nasrid, qui a déjà prouvé qu'il était performant en playoff, qui a déjà prouvé qu'il était capable de jouer le haut du panier de la conférence Ouest, bah c'est peut-être plus facile, effectivement, de les entourer de profils compatibles que tu vas pouvoir choper via trade et via la free agency, que en développant des joueurs. En tout cas, c'est Là, va falloir trouver des contrats qui défient toute concurrence. Hein. parce que en fait, tu me dis, ça va user la patience d'Anthony Edwards de taper le mur. Mais moi, je suis Mm. désolé, mais je pense qu'Anthony Edwards, il préfère taper le mur en demi-finale de conférence ou en finale de conférence plutôt qu'en saison régulière. Hein. Je suis d'accord. Anthony Edwards, je pense que c'est tout à fait la psychologie du joueur. Et c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur de. Vu la convention collective telle qu'elle est construite, tu ne peux pas. Je pense que tu ne peux pas, à moins d'avoir un coup de bol pas possible. Tu me diras, les Bucks, si l'expérience Damian Lillard avait réussi, on aurait pu avoir un regard différent sur toute cette histoire-là. Oui, puis les Bucks, avant de taper le mur, ils ont quand même gagné un titre. Alors certes, il n'y avait pas OKC et les Spurs qui étaient là pour leur pourrir leurs ambitions, mais enfin,
ça aide quand même vachement à digérer la pilule, hein, je pense, de Oui, gagner. enfin, t'avais Giannis Antetokounmpo qui était leur pick de draft, Chris Middleton qui était leur pick de draft, Oui, Brook mais c'était Lopez pas sur du qui avait contrat été rookie. récupéré par la volonté du Saint-Esprit parce que personne n'en voulait à ce moment-là. Oui, mais c'était leur pick de draft, mais ils étaient pas en contrat rookie. J'ai Anthony Edwards, Non, 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 bien sûr, mais McDaniels, Reed aussi, c'était des c'était des picks de contrats draft. maison, et c'est surtout qu'il n'y avait pas du tout la convention collective qu'il y a maintenant. Ça, on est d'accord. Ça, on est complètement d'accord. Mais Je veux dire, il y a un moment où ce truc-là, ça change quand même à peu près tout, quoi. puis techniquement, les contrats rookies, tu peux aussi les récupérer via via trade. Enfin, en fait, je pense que, Oui, mais là encore, tu dois identifier des talents en qui fait, je vont être pense que complémentaires des autres. oui, mais dans tous les cas, tu dois identifier des talents en passant par la draft aussi. Tu dois identifier des talents. Hmm. En fait, je trouve que enfin, je pense que tu sous-estimes la dalle d'un mec comme Anthony Edwards qui a 24 ans et déjà habitué à jouer, à avoir des ambitions en playoff. Et je pense que ce sera trop difficile pour lui d'accepter là de passer plusieurs saisons où on lui dit mais en fait mon gars là l'objectif c'est absolument pas d'être ambitieux en playoff, c'est de développer nos 2-3 rookies là. Je pense vraiment que la mentalité d'Anthony Edwards ne laissera jamais, enfin c'est impossible qu'il accepte ça. Je vois pas Alors, comment ça. alors, il va se cogner contre un mur permanent. Pour moi, c'est quasiment certain. Ouais, mais À moins qu'il y ait des blessures ou je sais pas quoi. Ça, c'est toujours possible, hein. On peut voir ça comme ça, effectivement. en fait, à partir du moment où il n'y a aucune garantie que le chemin qui les fait passer par la draft leur permette de jouer le titre dans 4-5 ans, à partir du moment où il n'y a aucune garantie à ce niveau-là, je pense qu'Anthony Edwards, tous les jours, il préfère avoir de Hmm. l'ambition à l'instant T. Regarde les Pacers. Les Pacers n'ont jamais voulu tanker, ont toujours voulu construire, quoi qu'il arrive, une équipe plus ou moins compétitive en attendant les bonnes occasions. Ils ont réussi à récupérer Tyrese Haliburton. Ils ont réussi à faire venir des joueurs dont personne ne voulait ou tout le monde se grattait, ou tout le monde se grattait la tête. Notamment, je pense notamment à Pascal Siakam. Aaron Nesmith, quand il est venu de Boston, personne ne mettait une pièce sur le fait qu'il soit capable. C'est clair. Voilà, les Pacers sont une histoire qui montre que tu peux être dans la veille constante de talent, d'opportunités et construire une équipe capable d'aller loin. C'est peut-être l'exemple à suivre côté Minnesota. Maintenant, pour moi, je suis désolé, ça exigera de la patience. Si ton désir est de réussir à battre les Spurs et le Thunder, ça veut dire que faut que tu te cognes ces deux équipes-là pour les 5 ans à venir. Tu te rends compte? Ah ouais, bah oui, bien sûr, hein. Mais Et on c'est va en parler tout à l'heure de ces deux équipes-là. Mais tu regardes concrètement l'effectif, les talents, le niveau de talent qu'il y a dans ces équipes et le fait que tout ça, ça va progresser, qui plus est avec de l'expérience qui continue d'engranger alors ils sont à peine, dans le berceau de la NBA. Je sais pas comment ça va être possible de survivre là-dedans, hein. ah mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est clair que les choix qui vont devoir être faits du côté des Wolves là, cet été, c'est hyper compliqué parce qu'en plus, là, on l'a pas dit, mais Dante DiVincenzo, sa blessure, c'est mort l'année prochaine. En fait, il sera pas là. Oui, et il sera sur sa dernière année de contrat. Exactement. Donc c'est ça. C'est que là, on est vraiment dans une C'est situation terminé. où Mmh. Il a 29 ans. c'est compliqué. Ouais, Mmh. c'est compliqué. Par contre, tu as Johan Béringer. Ça, c'est un talent qu'il faut absolument développer si t'es les Wolves. Terrence Shannon Jr., je sais même pas comment ils vont négocier sa prolongation. Je crois qu'il sera éligible à une prolongation de contrat. Je me demande si c'est pas dès cet été qu'il pourra renégocier son contrat Bah, il d'ailleurs. reste une année sur son contrat rookie après cet été. Donc oui, normalement, c'est cet été. Ouais. Oui, oui, là, il peut commencer à entamer des négociations. Au meilleur moment pour lui. Et au pire moment pour Minnesota, pour C'est le coup. clair. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas prévu que le gars allait avoir des minutes comme il en a eu là et démontrer ce qu'il est capable de faire. Après, il a 25 ans, hein, Terrence Shannon Jr. Donc. Ouais. Mais Minnesota est dans une situation très compliquée et en même temps, ils ont l'élément qu'il faut absolument avoir, qui est indispensable, c'est-à-dire Le général un manager. top 10 talent dans la personne d'Anthony Edwards, quoi. Ouais, et un général manager. Oui, 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 ils ont tout, ouais. Ils ont un très bon alignement pour le reste, proprio, front office et coaching. Tout à fait. Ils ont la Sainte Trinité plutôt bien centrée.
Non, mais tout à fait. Est-ce que, avant de finir là sur les Wolves, Ouais, est-ce qu'on revient sur la mini polémique d'Anthony Edwards qui félicite les Spurs alors qu'il reste quasiment, je crois qu'il reste 8 minutes à jouer, ou on s'en fout c'est complètement? ça, ouais. Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça drôle, personnellement. J'ai trouvé ça marrant. Je vois pas du tout où est le potentiel scandale de ce truc-là. Non, moi non plus. L'attitude, tout ça, ouais, ok. Oh, Je sais pas, j'en je suis sais pas très rien. fan de ça parce Ouais, que ouais, parce ouais. que parce que quand même ça coûte pas très cher d'attendre un peu, et puis comme l'a dit Denis Aslem, c'est quand même mieux qu'il soit auprès de ses coéquipiers à cet instant-là. Après bon, c'est anecdotique, hein. C'est vraiment un détail, je crois pas du tout que ça relativise la valeur de son leadership, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai trouvé ça un peu étonnant comme image. J'ai trouvé ça étonnant. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le regard un peu what the fuck des Spurs, quand ils Ouais, disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il le reste 8 choral, c'est pas minutes. fini là ou? Ouais, je dis, attends, mais qu'est-ce que tu nous fais? Non, non, c'était inattendu. C'était totalement inattendu. Écoute, moi, je suis pas mécontent de voir des trucs inattendus, vu le temps, depuis le temps que je suis la NBA. J'ai trouvé ça amusant. Pour moi, ça n'a aucun. Je veux dire, en termes d'attitude, en termes d'exemplarité, en termes de Voilà, combativité, exactement. qu'est-ce que ce gars-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait encore à prouver après Exactement. ce qu'il vient de nous sortir? C'est ça, c'est que si vous Ça jugez, va, sans voilà, déconner, si vous arrêtez. jugez le niveau de combativité et le leadership d'Anthony Edwards là-dessus, c'est que vous n'avez pas regardé les matchs des Wolves. Voilà. Non, ouais, voilà, là, c'est vraiment pinaillé sur une attitude professionnelle, non professionnelle. Oui, nous, à notre époque, on aurait. Mais on s'en fout qu'à votre époque, vous auriez jamais fait ça, sans déconner. Oh là là, je sais pas, moi ça me gonfle tout ça. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui importe pour moi, à mes yeux, c'est ce qu'il a montré sur le terrain. Et le gars, ça fait quand même pas mal de saisons maintenant consécutives qui montrent que c'est un patron sur le terrain. Tout à fait. J'ai vu C'est un un patron. commentaire qui m'a fait rire et qui disait qu'en gros, il préférait passer la fin de match sur le banc des Spurs plutôt que d'être assis à côté de Randle. J'ai trouvé ça très drôle. Non, mais même sa conférence de presse, tout ça. Je sais pas, c'est un joueur qui ne recule devant rien. Il est brut. Il est comme il est, et je trouve ça bien. Tu vois? Il a un côté un peu. Voilà, ou pareil, tu vois, on a pu dire, il raconte des conneries quand il faisait des comparaisons un peu maladroites, parfois, quand il juge. Il avait des sorties qui étaient un peu, qui étaient un peu lunaires. Tu sens que le gars, il n'a pas forcément tout le temps bien réfléchi à ce qu'il est en train de dire. Il Non. parle un peu comme il pense, tu vois. Ah ouais, tout à fait. Je sais pas, moi, ça m'a jamais dérangé. Je préfère qu'il soit comme ça. Ah, c'est sa personnalité. Après, t'aimes ou t'aimes pas, on est libre de suivre ou de ne pas suivre un joueur, on est libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Moi, je trouve que pour la NBA, pour le sport, pour le spectacle, pour ce qu'il nous donne à voir depuis deux-trois saisons, franchement, Anthony Edwards, c'est une régalade absolue. Je n'ai, je n'ai rien d'autre à dire. Oui, un peu plus de maturité, c'est une bonne chose. Il a 24 ans. Franchement, j'ai autre chose à faire que de lui tomber dessus pour ça, quoi. Et je suis bien d'accord, et c'est pour ça qu'il est hors de question que les Wolves repassent par la draft, parce que c'est hors de question qu'on n'ait pas Anthony Edwards dans une équipe compétitive chaque année. Ben moi, moi, ce que je dis, c'est que il faudrait le prendre entre quatre yeux et lui dire voilà le plan à moyen terme. Ouais, bah, je te Voilà laisse faire, hein. voilà où est-ce qu'il faut aller. J'ai pas envie d'avoir cette discussion-là avec lui, moi. Je t'assure que je te laisse faire ça. Écoute, on verra bien. Mais ouais, on verra bien. Spurs face au Thunder. C'est assez terrible parce que j'aurais jamais cru me retrouver là. Depuis que je suis fan de NBA, la règle, c'est plus tu as de l'expérience, plus tu as une chance d'aller au bout, plus tu passes des tours parce que tu y vas au métier, tu sais à quoi t'en tenir et ainsi de suite. Et là, on a en finale de conférence Ouest deux équipes. Alors, OKC, c'est ce qu'on disait auparavant, ouais, mais ils n'ont pas l'expérience et donc ils ont remporté le titre la saison passée. C'était une des équipes les plus jeunes de l'histoire à remporter le titre. Et là, on a encore ces deux équipes-là qui sont outrageusement jeunes. En tout cas, si tu regardes la moyenne d'âge des joueurs qui ont des vraies minutes de jeu. Euh, et les voilà face à face. Et c'est assez étonnant de se retrouver là-dedans. Et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. On voit aujourd'hui les ingrédients, les nouveaux ingrédients qu'il faut pour aller au bout.
Il faut avoir du talent, beaucoup de talent au sein de ton effectif et comment dire, un effectif, une rotation assez large. Il faut que tu aies un top 3 NBA. Au Thunder, tu as Chegidus Alexander. Aux Spurs, tu as Victor Wembanyama. Il faut que tu aies des lieutenants de classe supérieure. Tu as Jalen Williams, Chet Holmgren, et on pourrait même presque mettre AJ Mitchell aujourd'hui côté Thunder. De l'autre côté, tu as Stephen Castle, Dylan Harper, et on peut mettre, selon les jours, De'Aaron Fox. Euh, il faut que ces lieutenants, une partie d'entre eux, tout du moins non négligeable, soient sur des contrats rookies, ce qui permet cette profondeur de banc. Et potentiellement, si cerise sur le gâteau, notamment ce qui concernant OKC, tu as une collection de futurs pics de draft qui te permet de faire des ajustements. Je pense notamment à Jared McCain. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce gars-là parce que s'il y a un élément qui change par rapport aux confrontations qu'on a eues pendant la NBA Cup ou le match de Noël et ainsi de suite, enfin, ils ont joué 5 fois, les Spurs ont remporté 4 victoires, je crois. Ouais. L'élément qui change dans cette histoire, c'est Jared McCain. C'est le tir à 3 points de Jared McCain, sa capacité à punir de loin. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut être un élément décisif dans cette série. Alors, à quel point, on verra bien. On a également la confirmation du retour de Jalen Williams, qui a confirmé qu'il serait là pour entamer ces finales de conférence. Alors, dans quel état? Est-ce qu'il y sera en complet manque de rythme? Même cette équipe de Kessie qui n'a pas joué depuis une semaine, comment elle va entamer cette rencontre, ce duel face aux Spurs? Très sincèrement, j'ai énormément hâte de voir ça. Deux équipes qui rebattent totalement les cartes, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Bah ouais, et puis surtout c'est la finale de conférence dont on rêvait, honnêtement, hein. On y retrouve les deux Oui, meilleures oui. équipes de l'Ouest, deux belles rotations, deux des finalistes pour le titre MVP, les deux meilleurs défenseurs de la saison, puisque Chet Holmgren a fini deuxième du vote si je ne m'abuse. En plus, lui et Wembanyama ont souvent été vus comme des rivaux, ils ont été premiers choix de draft en 2022 et 2023. Wembanyama en plus en décembre dernier a quand même lâché une petite phrase sur cette pseudo-rivalité en expliquant qu'il n'y avait absolument pas photo sportivement entre les deux. C'est dur de lui donner tort, mais maintenant il va falloir assumer ça sur le parquet. Et puis effectivement, en saison régulière, Holmgren face aux Spurs, il était vraiment en galère, hein. J'ai regardé un peu ses moyennes sur les 5 matchs disputés, c'était 10 points, 8 rebonds, avec des pourcentages dégueulasses. Bon, voilà, évidemment, ces matchs de saison régulière, c'est ce qui nourrit l'espoir des fans des Spurs. Tu l'as dit, sur les 5 matchs disputés, ils en ont remporté 4. C'est eux qui ont éliminé OKC en NBA Cup. Quelques jours après, ils leur mettent 20 points dans la tronche. Bon, c'est un historique entre ces deux équipes qui donne un peu envie d'y croire. Quand je dis un peu envie d'y croire, je me positionne évidemment en tant que Français, donc plutôt en faveur des Spurs. Bon, moi, j'avoue que j'ai hyper hâte que cette série elle commence. J'ai hyper hâte de voir notamment Stephen Castle. Je pense qu'il a un rôle absolument primordial dans cette série. D'abord pour son impact défensif évidemment, mais aussi parce que il est devenu au fil de la saison le principal lieutenant de Wembanyama. Lors des confrontations en saison régulière, il avait été vraiment très bon face au Thunder. Il fait partie de ces rares joueurs qui arrivent à attaquer la raquette face à OKC, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et je crois même d'ailleurs qu'en régulière, c'était lui le meilleur scoreur de San Antonio en moyenne face au Thunder. Donc OKC va devoir le neutraliser. J'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont faire défensivement pour le contenir. Et puis surtout, j'ai hâte de voir la série que va faire chez Gilius Alexander, parce que pour le moment, il n'a pas eu besoin de forcer son talent. Contre les Lakers notamment, ses difficultés n'étaient pas du tout un problème, parce qu'OKC était très au-dessus et qu'AJ Mitchell a parfaitement su prendre le relais. Contre San Antonio, en théorie, ça va être un peu différent. Ils vont avoir besoin de lui, ils vont avoir besoin qu'il joue au niveau MVP. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer de ce point de vue-là. Ouais, complètement. Ouais. C'est drôle parce que voilà, deux équipes jeunes, il y a une maturité dans le jeu de ces deux équipes. Tu te Qui est souviens quand on parlait du Thunder, on se disait, c'est incroyable qu'une équipe avec des gamins comme ça soit à ce point, et à ce point le sens du sacrifice, et à ce point la discipline dans les rotations défensives, dans la circulation du ballon, avec une hiérarchie qui est claire, nette et sans bavure. Je veux dire, c'est Chegidus Alexander, et après tu descends l'échelle. Il
il y a une adresse au tir des deux côtés, il y a une qualité du jeu en pénétration avec des ballons bien ressortis des deux côtés, tu as des role-players qui sont complémentaires du 5 majeur des deux côtés, t'en as qui tirent à 3 points, t'en as qui sont plutôt spécialistes défense, il y en a qui sont plutôt dans le combatif, dans la prise de rebond, je pense à Keldon Johnson notamment. J'ai vraiment hâte de voir la nature de ces duels, comment ils vont s'annihiler les uns les autres, et qu'est-ce qui va ressortir de ça, quels vont être les points les plus sensibles pour chaque équipe dans cet affrontement. Il y a un truc que je vais beaucoup regarder dès le départ de la série, c'est Chet Holmgren. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans les duels en saison régulière, le fait que Victor Wembanyama ne le respecte pas, ou peu, faisait qu'il le laissait beaucoup libre sur le périmètre. Il disait, vas-y, Chet, tu peux prendre ton tir à 3 points si tu as envie, mais moi, je vais venir en couverture, je vais verrouiller la raquette, et ça avait posé beaucoup de problèmes au Thunder. Sur les 5 matchs disputés entre les deux équipes, Holmgren, c'est 39% au tir, dont 20% à 3 points. Voilà. La capacité de Chet Holmgren à punir de loin et à forcer Victor Wembanyama à remonter sur lui. Alors après, il y aura sûrement des ajustements justement du coaching staff des Spurs pour essayer de faire en sorte de garder Wembanyama le plus proche possible de la raquette avec ses couvertures défensives. On a bien vu d'ailleurs comment ils fonctionnaient défensivement, les Spurs. À chaque fois, c'était ça. Wembanyama était placé de manière à ce qu'il vienne toujours en second rideau, peu importe les confrontations directes, c'était pas important. L'objectif de la défense des Spurs, c'est de garder Wembanyama dans la raquette, bien évidemment. Mais voilà, la capacité du Thunder à rentrer ses tirs, et notamment Chet Holmgren, pour moi, c'est un des facteurs X les plus déterminants de cette série. Tout à fait, ouais, je suis bien d'accord, parce que Shai Gilgeous-Alexander, pour le coup, malgré le fait que il va sûrement avoir du Castle sur le dos, et s'il arrive à le déborder, c'est Wembanyama qui se dressera sur sa route. C'est pas très digeste, mais en saison régulière, ça lui posait pas tant de problèmes que ça. Il avait pas trop de soucis à scorer. On verra ce qui va se passer. On verra si les Spurs vont s'inspirer du boulot fait par les Lakers, par exemple, pour le contenir, parce que c'est quand même une des choses que les hommes de JJ Redick ont vraiment bien fait en demi-finale de conférence, avec ses prises à deux quasiment systématiques. Ce qu'ils ont fait sur Anthony Edwards, donc ils sont prêts. Ils ont les schémas, ils connaissent les rotations et ils savent quoi faire. Ouais, et effectivement, les role-players dans cette confrontation vont avoir une importance colossale, parce que on l'a dit, on le répète, c'est vraiment deux équipes qui ont une rotation qui fonctionne bien. Ici, on en a largement parlé. Denio, il a un réservoir de joueurs énorme qui lui offre beaucoup de possibilités. Mais franchement, côté Spurs, il y a du répondant aussi. Là, on est sur une rotation à 9-10 joueurs avec un banc qui apporte des choses vraiment intéressantes. Dylan Harper, évidemment, on l'a dit et répété, mais ce mec-là n'est absolument pas un rookie. On nous ment. Il joue pas du tout comme tel, en tout cas. Mais même Keldon Johnson, il est capable de faire beaucoup de bien. On l'a vu notamment, je crois que c'est le match 5 face aux Wolves, où il est extrêmement impactant. Cornet peut apporter aussi, Carter Bryant. Enfin, il y a vraiment des profils qui sont intéressants et qui peuvent aider. Et évidemment, côté OKC, la grande question, tu l'as dit, c'est le retour de Jalen Williams. Visiblement, il est en forme. Si ça avait été nécessaire, il aurait même pu précipiter son retour face aux Lakers, mais sans grande surprise, c'était pas la peine. Il revient dans une équipe qui fonctionne très bien, où AJ Mitchell s'est vraiment imposé. Moi, je suis persuadé que sa présence, elle est absolument nécessaire dans cette confrontation, sa capacité à scorer, son impact physique aussi. Dans l'absolu, plus il y a de viande à mettre sur le dos de Wembanyama, et mieux c'est. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait que Denio saura faire les bons choix en termes de rotation, et je pense vraiment que la montée en régime d'A.J. Mitchell et sa capacité à créer du jeu c'est une bonne chose en fait pour Jalen Williams. Ça va le libérer d'une partie de ses responsabilités à la création notamment. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir comment tout ça va se passer, et j'ai envie d'y croire en fait pour les Spurs, déjà parce que tu l'as dit. Tu viens de dire un truc extrêmement intéressant sur les rotations de Marc Deno et l'allocation des minutes dans ces rotations. Et moi, c'est un gros point d'interrogation. Parce que je pense très sincèrement que le fait qu'ils doivent trouver aujourd'hui des minutes pour J-Dub, pour AJ Mitchell, pour Jared McCain, tout en maintenant la confiance en Ludort, en Caruso, et ainsi de suite, je pense que ce truc-là, ça peut être... tu peux avoir l'embarras du choix. Et ça peut être quelque chose de...
pas de pénalisant, parce que il a juste à faire les bons choix quelque part. Bah ouais. Mais très franchement, je pense que c'est beaucoup moins confortable que ce qu'on voudrait croire. Moi, c'est peut-être parce que je suis de la vieille école, mais je suis persuadé qu'en playoff, et notamment quand tu rentres dans une série ultra compétitive comme ce qui s'apprête à affronter là, tu dois avoir une rotation claire de 7 voire 8 joueurs grand max, mais tu dois avoir ces 8 joueurs clairement définis. Et l'absence de Jalen Williams, le fait qu'AJ Mitchell est à ce point éclos dans la rotation et ait pris cette place, cette dimension au sein de l'effectif, Jared McCain, ce qu'il est capable d'apporter, est-ce que tout d'un coup, Marc Daigneault, il se retrouve pas avec peut-être un problème qui est assez difficile à anticiper, à savoir qui est-ce que je fais jouer en priorité? Bah la question du coup, c'est surtout qui est-ce que je vais moins faire jouer. Oui, alors après, c'est en fonction des match-ups, en fonction du match, de comment le match se présente et ainsi de suite. Mais j'ai hâte de voir à quel point ça peut jouer aussi avec la confiance de certains joueurs et, euh, et qui va être tout d'un coup. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se révéler être, par exemple, injouables dans la rotation de Marc Deno? Hmm. C'est pas impossible. Je dis pas que cet effectif est impressionnant et je ne m'attends pas à ça forcément. Mais il y a des match-ups, je pense, vis-à-vis des Spurs qui vont potentiellement poser de gros problèmes. Et j'ai hâte de voir quels joueurs du Thunder vont s'imposer et prendre des minutes, un joueur plus qu'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah écoute, je sais pas, moi je pense que Jalen Williams, par exemple, va moins jouer. Moi, je pense qu'il va Après, beaucoup jouer Jalen Williams. Moi. bah, je pense que ça va quand même beaucoup dépendre de l'état de Jalen Williams, quoi, et de sa capacité Ouais. à avoir de l'impact, tu vois, mais ouais, je sais pas très bien. Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'il va aussi beaucoup s'adapter en fonction bah, de comment se passent les 2 premiers matchs au moins. De toute façon, Daigneault, on sait très bien qu'il a absolument pas peur de faire des ajustements. C'est Il sûr. tente beaucoup de choses. C'est aussi pour ça que moi je suis pas aussi inquiet par cet aspect-là. Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi sur 99% des équipes. Je pense effectivement que au moment d'aborder une série comme celle-là, tu as besoin d'avoir une rotation pas trop large, mais surtout où tu sais déjà ce que tu veux faire, tu as déjà une idée très précise. C'est ça. Franchement, avec cet effectif-là, enfin, tu vois, un mec comme Jared McCain, je pense que si un match, il a que 5 minutes et qu'on lui en donne 20 au suivant, bah, c'est pas un problème. En fait, ce mec-là, c'est tellement un pétard ambulant que je pense qu'il saura répondre. Moi, je te parle juste d'avoir des rotations claires où tu sais à quoi t'en tenir, justement. Et tu peux perdre du temps, parfois, à essayer de trouver les bons ajustements, à trouver les bonnes combinaisons sur le terrain, parce que tu as tellement de combinaisons possibles que quelque part, le temps que tu trouves les bonnes, eh ben, tu as peut-être perdu un ou deux matchs. Et un match de perdu dans une série comme ça peut coûter cher. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, mais en même temps, moi c'est un peu mon espoir. Alors laisse-moi avoir de l'espoir pour les Spurs. J'ai un autre truc à te poser comme question. Et après, je vais donner un autre point crucial pour moi auquel il va falloir faire attention dans cette. C'est rien de révolutionnaire. Euh, le trio Stephen Castle, De'Aaron Fox, Dylan Harper. Tu as parlé de Dylan Harper, effectivement, joueur. Moi, c'est sa défense qui m'impressionne le plus, je crois. Moi c'est tout qui m'impressionne. Ce joueur est vraiment épatant. Alors, Stéphane Castle, j'ai quasiment aucun doute sur le fait que ce gars-là, de toute façon, même s'il est à 3 sur 13, il jouera à fond, il n'y a pas de question et tout ça. Lequel de Fox ou Harper te paraît être le plus fragile dans cette confrontation face à OKC, sachant qu'ils vont être harcelés en permanence et que si tu commences à perdre des balles, et c'est là le point où je voulais en venir, c'est que pour moi, les pertes de balles et les points scorés en contre-attaque dans ce duel-là, ça va être le nerf de la guerre. Si tu arrives à faire perdre des ballons et à partir en contre-attaque, à scorer des points contre une défense qui n'est pas installée, parce que ces deux défenses-là, quand elles sont installées, c'est un enfer pour marquer dessus,
Donc le principe, c'est d'essayer de générer des balles perdues le plus possible. Ces deux équipes-là se gavent sur les points en contre-attaque et sur les ballons perdus créés. Je me demande qui de Fox ou Harper est le plus susceptible de vivre un peu un cauchemar dans cette série. Bah, franchement, y a qu'une réponse logique. Moi, j'ai envie de dire Fox. Bah, je sais, mais c'est pas logique. Tu Non, vois, c'est pas logique, ouais. c'est pas logique. Ça devrait pas être lui, en fait. Ça devrait être Harper. Harper, c'est un, tu sais, il a 19 ans, c'est un J'ai rookie. plus confiance en Harper qu'en Fox, Charlie. Bah, c'est fou. C'est fou. C'est complètement, mais je comprends, hein. Je suis pas loin de penser comme toi. J'ai Moi, envie je qu'il me vais, fasse mentir. ouais, je pense quand même que en théorie, Fox va être, plus fiable, du moins il faut l'espérer. Sinon en fait les Spurs ont besoin de lui et dans l'absolu, il était pas du tout, enfin sur les confs. Après ça reste de la saison régulière, mais en saison régulière il prenait plutôt soin de la gonfle face à OKC. Il avait pas trop de problèmes de perte de balles. Il était plutôt bon de mémoire. Donc ouais, j'ai un peu envie de te dire qu'en théorie, c'est quand même Fox là qui doit être plus fiable dans ce contexte-là que Dylan Harper. Après, si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va encore chanter les louanges de Dylan Harper et moi je vais encore pouvoir sortir mon refrain sur le contrat de De'Aaron Fox, ça c'est sûr. Est-ce que Victor Wembanyama va être traité de la même façon que Nikola Jokic? Ça, c'est un truc que j'ai hâte de voir aussi. Est-ce que le OKC va venir presser et mettre à l'épreuve justement la capacité au tir des Stephen Castle, d'Aaron Fox et ainsi de suite? Franchement, ils ont eu un très bon Game 6 en termes d'adresse. Mais les Spurs face aux Wolves, il y a un moment, enfin, il y a certains moments, ça calait un peu en termes d'adresse au tir. Il y a eu des tirs ouverts qui rentraient pas du tout. Et ça, contre OKC, il va falloir éviter que ce soit des périodes qui durent trop longtemps. Parce que très sincèrement, tu vas pas avoir 15 shoots ouverts de tout le match. Donc, tu as plutôt intérêt de capitaliser là-dessus. Et j'ai hâte de voir à quel point ils vont venir presser Victor Wembanyama et justement faire cette défense un peu physique. On rentre dedans, on tape un peu les bras, on essaye de faire venir voilà, Caruso, Ludor pour venir choper les ballons et essayer de lui faire perdre la balle. Je me demande vraiment comment ça va se passer à ce niveau-là, quel genre de pression ils vont mettre une fois que Wembanyama a le ballon, et Dieu sait qu'il est capable de perdre des ballons, parce que c'est arrivé pas mal de fois face aux Wolves. Ça n'a jamais été problématique pour le coup, mais encore une fois, là c'est un autre adversaire qui est en face, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que tu redoutes quelque chose en particulier là-dessus ou pas? Bah non, effectivement, j'espère que l'adresse extérieure notamment sera au rendez-vous pour les Spurs parce que c'est clair que si t'as Champagny, Castle, Vassell, Fox qui sont entre je sais pas moi entre les 35 et 42% à 3 points, bah ça va être compliqué quand même de les laisser ouverts tous ces mecs-là. Donc bah non, c'est clair que de toute façon, la cible, Wembanyama, c'est la cible absolue. On le sait très bien. Il va être, Bien sûr. il va vraiment avoir, il va vivre une série compliquée de ce point de vue-là. Bon, écoute, tout ce que j'espère, c'est qu'il va pas. Il faut absolument qu'il soit en maîtrise de ses nerfs. C'est extrêmement basique à dire, mais franchement, il faut surtout pas qu'il sorte de ses matchs. Il faut surtout pas qu'il soit excédé par les traitements un peu rugueux qu'il va très certainement se taper. Donc ça, c'est sûr que je vais regarder ça de près maintenant, moi, voilà, je pense qu'autour de lui, aujourd'hui, il y a quand même les armes pour s'en sortir convenablement. Complètement. Et puis, en fait, moi, j'ai beaucoup d'attentes sur le premier match, je t'avoue, c'est quelque chose que t'as mentionné tout à l'heure, mais en termes de rythme, les Spurs ont 100% l'avantage. Je veux dire, ils sont déjà dans le combat, ils viennent de sortir une équipe qui est pénible, athlétique, qui lâche rien, ils sont déjà chauds. OKC, outre le fait qu'ils n'ont pas joué depuis, au moment où la série va démarrer, OKC n'aura pas joué depuis une semaine, et en plus de ça, je suis désolé, mais les Spurs, ils sont déjà en mode playoff, en mode guerre de tranchées depuis un moment. OKC, ils sont en balade. Oui, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire et répéter que la série face aux Wolves est probablement une des meilleures choses qui leur soit arrivée. Ouais, c'est ça, le fait que, surtout le fait que ça soit pas allé en 7 en plus, je veux dire, c'est Hmm. absolument parfait pour eux. Et ouais, je veux dire, honnêtement,
En fait, je sais pas si OKC sera tout de suite prêt à répondre à l'intensité mise par San Antonio, qui, je l'espère, va attaquer cette série le couteau entre les dents. Alors, évidemment, ils ont l'expérience, ils savent gérer ces moments-là. Je pense que Denio a bien conscience du fait que c'est primordial que ces joueurs soient à 200% dès l'entame de match, mais n'empêche que cette période de repos et ces 2 premiers tours de play-off aussi tranquilles, ça peut vraiment avoir un impact, surtout si un mec comme Jalen Williams, par exemple, manque de rythme, ce qui serait Complètement. complètement logique. Que tu dois réinsérer dans la rotation, alors qu'il sorte du banc ou qu'il soit titulaire, on verra quelle solution va appliquer Marc Desno, Ouais. quelle décision va être prise là-dessus. Mais, effectivement, il aura probablement des tickets shoot. Il aura probablement envie aussi de se réinstaller dans son rôle de second de Shai Gilgeous-Alexander. Ça peut être un sentiment humain Ah oui, oui, parce que oui, de oui, sa part, donc de prendre des tickets shoot qui vont pas aller à d'autres joueurs, notamment peut-être Edge Mitchell. oui, oui, parce que je sais pas si il est sur les réseaux sociaux, ce bon Jalen Williams, mais il y a quelques mecs là ces dernières semaines qui ont dit du côté d'OKC, mais en fait, est-ce qu'on traderait pas Jalen Williams? Mais tu m'étonnes, t'as vu le contrat qu'il va avoir, alors que l'autre, il est sur un contrat, je pense que c'est le meilleur contrat de l'histoire de la NBA bientôt, quoi. Ah, tu m'étonnes. S'il Donc, confirme cette campagne de playoff, c'est un scandale, ce coup. non, non, mais c'est là où je vais dire, des fois, tu peux être victime de ton propre succès. C'est le moment du pronostic, Charlie. Moi, je t'avouerai que j'ai beaucoup dansé sur ce truc. Si je donne froidement, un truc très froid, je pense que dans mon logiciel d'ancien qui suit la NBA depuis longtemps, tout ça, ma raison dit le Thunder en 7, probablement. Ouais, bah, tu as probablement Euh, raison. mais mon pronostic, c'est les Spurs en 6. Je veux les Spurs en 6. Je pense il faut gagner en 6. Je peux même te dire comment je vois l'histoire, et je pense que c'est la seule façon de pouvoir se dépatouiller de cette équipe d'OKC, c'est de remporter un des 2 premiers matchs là-bas, de prendre l'avantage du terrain, de ne pas perdre à domicile, tu perds le match 5 à OKC, et tu remportes le match 6 à domicile, et t'es terminé. Bah, c'est le chemin le plus logique si on veut croire en la victoire des Spurs. Moi, qu'on soit clair, moi j'ai les Spurs aussi. Je sais pas si c'est par lassitude d'OKC ou par envie de voir Wembanyama disputer déjà ses Le premières finales basketball NBA. éthique, c'est pour ça, Charlie, tu comprends. Je rigole. Mais ouais, moi j'ai un peu envie de croire que la manière avec laquelle ils ont remporté cette série face à Minnesota leur a donné énormément de confiance et honnêtement, je pense qu'OKC est une meilleure équipe intrinsèquement. Je pense qu'il y a une rotation qui est plus profonde, il y a plus d'expérience, que ce soit dans l'effectif ou dans le coaching staff. Mais voilà, moi j'ai vraiment la sensation que les Spurs sont déjà dans le rythme de cette série, qu'ils sont déjà en mode playoff et que c'est pas le cas du Thunder. Moi, mon scénario idéal, c'est les Ouais, Spurs je suis qui d'accord remportent avec le toi. premier match. Mhm. Donc ouais, moi mon scénario idéal, Spurs remporte le premier match à l'extérieur. OKC revient, ça se rend coup pour coup jusqu'au match 7 et au match 7, San Antonio s'impose à la c'est plus la Ah, Chesapeake ok, Arena, si. c'est le Oh Paycom la Center, je crois. vache. Ouais, c'est Alors le voilà, Paycom je sais Center. que c'est une cote énorme. Je sais que c'est pas du tout le chemin le plus probable parce qu'effectivement, si on veut se projeter sur une victoire des Spurs en 6, c'est quand même plus logique. Mais moi, j'ai envie d'y croire comme ça et j'ai envie que ce soit une série de fous furieux. Je pense qu'on est parti sur une série de faux feux. Je dis ça et en même temps, je pense que c'est une des séries les plus attendues depuis les Rockets face aux Warriors en 2018. Oui, mais ces dernières années, moi, j'ai eu trop d'attentes sur des séries qui ont été gâchées par des blessures ou des trucs comme ça, donc je Mais me méfie quand même. oui, bah commence pas à parler de blessures, toi. Oh, Ouais, bon, ouais, hein. c'est pas possible. T'imagines la déception que ça serait Ah bah, ce serait terrible. Ouais. de se manger une grosse blessure qui tâche là. Oh là là. Le premier match de cette série, ça sera dans la nuit de lundi à mardi. Et potentiellement, on va débriefer le premier match dès mardi. Ah bah ouais, avec plaisir, écoute. C'est ce qui va se passer. On aura eu le game set aussi entre Cleveland et Détroit. Ouais. Donc, tiens, on va parler de ça, tiens, rapidement. Les Cavaliers étaient en position idéale pour me faire paraître intelligent, hein, pour une fois, pour donner vie à mon pronostic de 4-2 pour Cleveland, pour me Pour me faire permettre passer pour un enfin con. de faire un victory lap au milieu de toutes les erreurs de jugement que j'ai pu avoir. Et non,
Donovan Mitchell a choisi ce match pour mouiller les draps en réalisant sa pire performance des playoffs avec un atroce 4 sur 16 au tir. C'était un minus 25 sur ses 37 minutes sur le terrain. Les Cavaliers se sont fait distancer de 16 points au total sur ces minutes jouées sans James Harden, avec une intensité défensive qui ferait passer notre bon vieux barbu pour Meta World Peace en personne. James Harden, justement, a pour la 31e fois de sa carrière terminé une rencontre de playoff avec plus de balles perdues que de paniers inscrits. 8 balles perdues pour 6 paniers au total. C'est la 5e fois rien que dans cette campagne de playoff. Pire encore pour Cleveland, ils n'ont jamais su tirer profit de l'énergie de leurs supporters pour reprendre le dessus. Ce sont bien les Pistons qui se sont présentés avec la bave aux lèvres. Jalen Duren, hurrah, amen, alléluia, a retrouvé des couleurs en réalisant enfin qu'il pouvait utiliser sa masse musculaire pour faire le ménage dans la raquette comme en saison régulière et s'imposer au cercle et au rebond. Incroyable. Rebond justement, secteur outrageusement dominé par Détroit, de même que les points inscrits par les remplaçants. Paul Reed a de nouveau brillé. Duncan Robinson a fait son retour pour planter quelques 3 points bien sentis dans les dents des Cavaliers. J'ajouterai également que Dennis Jenkins, qui a été catapulté dans le 5 majeur dans le Game 5, continue de régaler comme personne cette saison. Un two-way contract dont on a parlé, toi et moi, dans le podcast, et qui a obtenu un vrai contrat en février seulement, il y a quelques mois, et qui aujourd'hui se bat avec les Pistons pour arracher une qualification en finale de conférence, un stade de la compétition que de nombreux stars n'ont jamais connu, notamment Joel Embiid ou encore Donovan Mitchell. Charles, est-ce que tu peux me dire, sur ce match 6 perdu par les Cavaliers, ce qui t'a le plus frappé? Bah déjà, je suis content qu'il y ait une réaction collective des Pistons sur ce match 6, avec une équipe qui a vraiment pu s'appuyer sur ses role-players et pas uniquement sur Kate Cunningham. Il y a eu un vrai effort collectif, tout le monde était au diapason dans l'intensité, dans le combat. Le choix de conserver Jenkins dans le 5 de départ a vraiment porté ses fruits. Il a eu un très bel impact, notamment en deuxième mi-temps quand il a fallu conclure l'affaire. Et puis, en sortie de banc, Duncan Robinson et Paul Reed ont été excellents, très adroits, notamment, mais pas seulement. Hein. Reed, il prend aussi des rebonds importants. Je suis vraiment très content de le voir. Reed il fait une série, mais C'est pas faute d'avoir réclamé qu'il ait du temps de jeu, ce mec-là. C'est n'importe quoi ce qu'il nous fait là. Ah, on l'a réclamé qu'il en ait du temps de jeu, ce mec-là. Hein. Mais écoute, ouais, c'est très cool. Et puis même Marcus Sasser a eu un sacré impact. Hein. Incroyable. C'est le meilleur plus-minus de son équipe. Il a la capacité de créer son shoot. Et rien que ça fait de lui une perle rare dans cette équipe. Donc voilà, c'était un contexte où Détroit n'avait pas le droit à l'erreur. Ils ont une nouvelle fois montré un beau visage dans ce contexte-là. Il faut croire que ça leur réussit très très bien d'être dos au mur. Hein. Déjà contre Orlando, c'est à ce moment-là qu'ils ont été le plus performants. Et franchement, moi j'avoue qu'après le match 5, j'étais un peu inquiet. Pour eux, mais surtout pour Jalen Duren, qui était vraiment en train de vivre une série horrible. Et puis mentalement, le fait d'être bench comme ça, c'est dur. C'est un joueur qui est très jeune. Moi, j'avais un peu peur qu'il sombre. Alors, il avait fait bonne figure après le match en disant oui, je dois être meilleur, j'accepte tout à fait la décision, et puis mes coéquipiers sont super et tout. Bon, d'accord, mais dans la tête, ça devait être très très dur. Et dans la foulée, sur le match 6, il nous sort sa meilleure performance de la série. C'est vraiment très bien. Enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du contrat qu'il va signer cet été suite à ses performances là dans ses playoffs. Et c'est vrai qu'il vit des playoffs compliqués avec des bas qui sont vraiment très bas. Mais là, il vient de prouver qu'en termes de résilience et de ressources mentales, il est costaud et je trouve que c'est assez rassurant pour la suite. Donc j'espère qu'il va nous faire un match 7 dans la lignée de celui qu'il avait sorti face au Magic, parce que ça ferait beaucoup de bien à son équipe. Et vraiment, ouais, je reviens là-dessus, mais je suis très content que les Pistons soient parvenus à 3-3 sur un one-man show de Cunningham, parce que c'est pas ça la solution pour eux. Tu vois, sur le match 5, là, on en a parlé, toi et moi, un peu en off, mais dans le troisième quart-temps, quand Cleveland revient et qu'il y a ce mano à mano pendant pas mal de minutes, Kate Cunningham, il fait tout, en fait. Et le revers de la médaille, c'est qu'il y a du déchet sur ce troisième carton qui est absolument clé. Il perd 3 ballons qui coûtent très cher, qui permettent aux Cavs de s'accrocher et de continuer leur remontée. On peut pas lui en vouloir, parce que on voit bien que dans ces moments-là, si c'est pas lui qui fait la différence, il y a personne côté Détroit pour rivaliser avec les capacités des Cavs à scorer. Donc ouais, je suis très content de voir que sur ce match 6, c'est collectivement que Détroit a trouvé des solutions.
il fait déjà énormément de choses, Kate Cunningham. Je veux dire, pour mémoire, sur ses playoffs, c'est le meilleur marqueur, c'est le 3e meilleur passeur, c'est le 3e en termes de temps de jeu moyen, c'est le leader en termes de total de minutes disputées, loin devant Harden et Mitchell. Il a un des plus gros taux d'usage, il a le plus grand total de perdus, évidemment. Le poids qui pèse sur ses épaules offensivement dans cette équipe est absolument colossal. Donc ouais, je suis très content de voir que la réponse a été collective. Et côté Cavs, bah écoute, Harden fait un match 5 de patron. Franchement, il faut le dire. Quand il est critiquable, Tout à fait. on le critique. Et vraiment, ce match 5 là, il a été excellent. Il a parfaitement remonté la pente après un début de série un peu compliqué. Et sur ce match-là, il a été le patron de cette équipe au relais d'un Donovan Mitchell qui était déjà en difficulté. Parce qu'on va parler du match 6, mais déjà le match 5 de Donovan Mitchell, c'est quand même pas exceptionnel. Et sur le match 6, Harden, moi je vois beaucoup de gens parler des 8 pertes de balles, tu les as citées, etc. etc. Moi je suis désolé, mais en regardant le match, ce que j'ai surtout vu, c'est que dans le 3e quart-temps, quand Atkinson sort Donovan Mitchell et Evan Mobley, il laisse le duo Harden et Allen avec Struss, Merrill et Schroeder, et ça se passe bien, les Cavs continuent à grappiller, ils continuent à revenir sur les côtes des Pistons. Et puis tout à coup, à 4 minutes, je crois, de la fin du carton, il remet Mitchell et Mobley à la place d'Harden et Allen, et là c'est terminé, en fait, l'attaque ne fonctionne plus du tout, il y a un run des Pistons, et à la fin du quart, il y a 14 points d'écart, alors que avec Harden sur le parquet, ils étaient revenus à 2 possessions d'écart. Et à ce moment-là du match, fin du 3e carton, je regarde le box plus-minus des joueurs des Cavs, et il y a que Harden et Mitchell qui ont un box plus-minus positif. Ouais. Mitchell et Mobley sont à moins 18, et franchement, je trouve que Donovan Mitchell a été beaucoup plus en difficulté que Harden. Il n'a pas du tout pesé sur le match. Il a fait un nombre de mauvais choix colossal. Il force des tirs, il limite la circulation de balles, alors qu'on a bien vu que ces Cavaliers-là ne sont jamais aussi dangereux offensivement que quand le ballon circule. Voilà, je sais que dans cette équipe, c'est Harden qui a la réputation d'un choker, et j'ai participé à créer cette réputation, il n'y a aucun problème. Je suis persuadé qu'Harden est un choker en playoff. Il y a des voilà. années Exactement. d'historique maintenant. On a des années historiques. Moi, n'empêche que je suis pas sûr que Donovan Mitchell soit beaucoup mieux à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment, il faudra aussi faire le bilan de Donovan Mitchell dans les moments importants en playoff. Et voilà, j'ai vu que certains fans des Cavs n'en pouvaient plus de lui et qu'ils s'en étaient à préférer confier les rênes de l'attaque à Harden la saison prochaine plutôt qu'à lui. Je peux comprendre la lassitude. Sur les 2 derniers matchs en cumulé, Donovan Mitchell, c'est 13 sur 38 au tir, dont 3 sur 14 à 3 points. Ça fait mal. Et vraiment, il peut remercier James Harden pour le match 5, parce que cette série, elle pourrait déjà être terminée en réalité. Complètement. C'est un soliste, Donovan Mitchell. Je me souviens qu'on en a souvent parlé, toi et moi, dans le podcast, ou d'ailleurs, toi et moi, quand on discute autrement de tout ça. Et ça a toujours été son problème à Donovan Mitchell. Il pensait être le patron à Utah, alors que c'était pas lui qui imprimait le rythme et l'identité de l'équipe, c'était Rudy Gobert. Et il s'est vu extrêmement beau. Et voilà, on connaît tous la suite. Quand il est arrivé à Cleveland, moi j'avais peur pour Evan Mobley, parce que je n'étais pas bien sûr que Donovan Mitchell soit le joueur idéal pour aider au développement d'Evan Mobley et lui donner les responsabilités qu'il devait prendre, quitte à se casser un peu les dents au départ. Mais pour son développement, ça aurait été nécessaire, un peu ce qu'ont fait Toronto avec Scottie Barnes, par exemple. Et Evan Mobley, lui, pour le coup, on lui a mis Donovan Mitchell dans les pattes. Alors, je dis pas, Donovan Mitchell est un joueur extrêmement talentueux, mais c'est un joueur qui, je trouve, ne sait pas emporter un collectif, ne sait pas comment peser sur une rencontre en emportant tout le monde avec lui. Et c'est bien ça le problème par rapport à ce que tu dis concernant James Harden. C'est qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on voudrait que James Harden soit l'option numéro 1 de Cleveland, alors que il est pas venu là pour ça. Il est venu là pour être le lieutenant de Donovan Mitchell, et c'est à Donovan Mitchell de prendre ses responsabilités. Oui, et pour l'instant, il est en train de cafouiller totalement son basket au pire moment. Et Donovan Mitchell, ça reste un mec qui a 30 ans, là, enfin, il va avoir 30 ans très prochainement. Il a jamais passé les demi-finales de conférence dans sa carrière. Et je suis désolé, mais il a eu des équipes pour le faire. Oui. Si tu enlèves son espèce d'éruption offensive au Game 4, Mitchell, c'est 42% au tir et 26% à 3 points. C'est catastrophique. Le mec est d'une inefficacité absolument
c'est criminel bientôt, quoi. Sans compter que défensivement, il ne tient pas la baraque du tout. C'était déjà Non. un problème à l'époque d'Utah, c'est encore un problème aujourd'hui à Cleveland. Et défensivement, il se fait marcher dessus. Il comprend pas, il se bat pas sur les écrans, il essaie pas de les passer la plupart du temps. Je sais pas, Donc c'est à lui de répondre présent. C'est à lui de sortir le match 7 de sa vie pour nous faire mentir l'historique qui est le sien pour l'instant. Moi, je me souviens que j'étais tombé amoureux de son jeu à Donovan Mitchell en 2018, dans les playoffs 2018, où vraiment il avait été magnifique avec Utah. Depuis lors, bon, c'est un peu plus compliqué l'héritage qu'il est en train de laisser. Et comme tu dis, il avance en âge, et Donovan Mitchell, tu as un peu l'impression que c'est le joueur qu'il est, quoi, aujourd'hui. Et Ouais, ouais, c'est c'est ça. pas beaucoup plus, quoi. Oui, et puis ouais, effectivement, il arrive pas à changer le narratif autour de ça. Et ouais, je sais pas, moi, j'avoue qu'en termes. En fait, j'ai l'impression qu'il. Je sais pas comment dire, mais en termes de mentalité, tu vois, sur le parquet, enfin, je sais pas, mais si tu mets pas dedans, au moins bats-toi, donne-toi. Enfin, tu vois, quand je vois un mec comme Max Truss qui est tellement précieux en Oh la sortie de banc, vache. la pression qu'il met à ses adversaires, genre au match 5, son interception en prolongation, elle est tellement clutch, elle est tellement importante. Depuis le début de cette série, il est hyper important pour les Cavs. Alors, évidemment, il va pas mettre 20 points à 75% à 3 points tous les soirs comme il l'a fait au match 5. Et d'ailleurs, on l'a bien vu la nuit dernière, il n'avait pas d'adresse, mais dans l'intensité, dans la combativité, il est toujours Mmh, présent. complètement. Donovan Mitchell, c'est des mots qui lui sont étrangers, ça. Ouais, je t'avouerais que c'est un joueur que j'apprécie, Donovan Mitchell, en soi. Je l'ai déjà dit, c'est un joueur que j'apprécie de le regarder jouer quand il est dans un bon match. Le match 4, là, il est vraiment capable de sortir des trucs Ah ben impressionnants. il a fait des matchs de playoff incroyables en carrière. Mais euh, là, je veux dire, cette équipe de Cleveland, elle est construite. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a aucune excuse. C'est la plus grosse masse salariale. Là, cette année, il n'y a pas de joueurs qui sont blessés, diminués ou je ne sais quoi. Ce qui était souvent l'excuse qu'on utilisait concernant cette équipe. On se disait, ouais, mais attendez, là, t'as vu, tel joueur, il n'était pas bien. Lui, il avait le pied dans le sac. Bref. Là, non. Là, il n'y a rien. Il y a lui, il y a James Harden qui a été recruté justement pour l'épauler comment dire, à la création et éviter qu'il ait trop de surcharge de responsabilité. Et Harden, pour l'instant, il est en train de faire bien ce qu'il peut pour aider Donovan Mitchell, qui ne, lui, fait pas trop sa part du contrat. Jarrett Allen et Evan Mobley, ils sont critiquables jusqu'à un certain point. Mais c'est pareil. Bon, ils font plutôt le taf, en vérité. Ouais, 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 ouais. En tout cas, Pas ça me semble toujours, mais pas dans la toujours, mais globalité, ça va. Non, mais oui, dans la globalité, ça va. Non, mais surtout, en fait, on peut pas. Le leader de cette équipe, c'est Donovan Mitchell. C'est c'est ça, en lui. fait. C'est aussi pour ça que les responsabilités sont pas les mêmes. C'est que les statuts ne sont pas les mêmes aussi. Et là, le mec, il a 18 points sur 20 tirs. C'est pas possible, les gars. C'est juste impossible. Ça tient pas la route 2 secondes. Ah, c'est vrai, c'est clair. Après, bon, moi, ça m'arrange, hein. Moi, mon prono, c'était des 3 en 7. Donc, Bah, je vais pas te ouais. mentir que ça m'arrange bien. Maintenant, j'ai du mal à croire que ça va pas être ça. J'ai du mal à croire que les Pistons vont aller s'écrouler à domicile après l'espèce de coup de canif que ça a été psychologiquement. Après, bon, je dis ça, franchement, pendant la rencontre, je me souviens que dans mes notes, attends, j'ai retrouvé ça, hop, j'ai marqué ça là. J'ai marqué que le jeu était quand même extrêmement brouillon. Il y Oui. avait beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Il y a des ballons perdus sans que rien ne le justifie vraiment. C'est des erreurs. Ils veulent aller trop vite. C'est un problème de décision. Je sais pas, mais ils se donnent des ballons les uns les autres. Tu te dis, mais quand vous allez faire ça face aux Knicks, vous allez payer ça cash. Cash. C'est, vous allez morfler. Et admettons que vous passez cet épisode d'Enix, en finale, ça va être vite vu, quoi. Ah bah, ça, c'est clair. Et moi, c'est ça que je retiens pour l'instant de cette confrontation, c'est que
il y a quand même un côté laborieux dans le jeu de ces deux équipes Ouais, c'est brouillon, je suis d'accord. qui est quand même ultra difficile. Alors c'est marrant parce que comme c'est deux équipes qui font beaucoup d'erreurs l'une l'autre, il y a des ajustements qui sont faits. Quand tu vois les ajustements proposés par Atkinson entre le Game 3 et le Game 5 après les deux défaites pour commencer, c'était très intéressant. Tu vois, il a tout fait pour créer plus de spacing, pour cibler Duncan Robinson, pour aller chercher plus de points à l'intérieur, comme c'était le cas de leur jeu en saison régulière. Créer plus d'espace pour que Donovan Mitchell et James Harden aillent justement au panier, plus de mouvements sur le périmètre, plus de coupes vers le panier. C'était extrêmement intéressant ce qu'a proposé Cleveland pour réajuster tout ça. Mais là, tu peux pas perdre à domicile, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, tu t'en sors miraculeusement dans le match 5, tu arraches cette victoire en prolongation. C'est inespéré que tu l'emportes. Je vois pas comment tu peux gâcher une opportunité pareille, quoi. Et puis, enfin, en vrai, même les ajustements faits par Atkinson, tu vois, notamment au moment du match 3 et tout, moi, quand je l'ai entendu en parler après en conférence de presse, je me suis dit, mais c'est pas un truc sur lequel tu peux t'appuyer. Parce que, genre, je sais pas si tu te rappelles, mais la conférence de presse, il est en mode, ah bah c'était du freestyle, tant pis pour nos rotations, tout Ouais, ce qu'il faut, c'est trouver les mecs qui ont la bonne mentalité, etc., etc. Et tu te dis, ouais. genre, ah ouais, t'es en impro là, vraiment? T'es en impro en demi-finale de conférence, match 3, c'est pas Ça se rassurant. voit, ça se voit parfois. J'ai envie de te dire que ça se voit. Mais ouais, non, voilà, de toute façon, je me rappelle la preview de cette série. Pour moi, c'était un enfer dans le sens où je pense, enfin, de mémoire, j'avais dit ça va aller en 7 et n'importe quelle équipe peut gagner. Et en C'est fait, exactement ça. T'as ouais, c'est l'impression ça. qu'il peut se passer n'importe quoi Exactement. Et en fait, dans n'importe quel match, en fait. au fond de moi, j'étais un peu en mode, de toute façon, ça va être un shit show, tu vois. Genre, c'est ça, C'est c'est peut-être ça. un peu dur et je suis C'est désolé tellement... pour les Non, fans c'est de trop ces ça. deux équipes, mais Moi, ouais, je suis d'accord avec toi, Charlie. voilà. Je te soutiens dans ta phrase. Donc moi, voilà, je reste sur mon prono initial. J'avais dit Pistons en 7, je reste là-dessus et je vois pas de raison de changer. Et puis en plus, moi, j'ai envie que des trois passes. Je trouve que cette équipe, malgré ses défauts, elle est attachante. J'aime bien la mentalité un peu dos au mur où bah, en fait, c'est dans ces moments-là, depuis le début des playoffs, qu'ils sont presque le plus à l'aise. Et voilà, je serais content pour Bickerstaff qui prenne sa revanche sur les Cavs. Donc voilà, Ouais. moi, je reste sur mon Pistons en 7. Tu sais que Cleveland n'avait pas perdu une seule fois à domicile de tous ses playoffs et avait 19 victoires et seulement 3 défaites dans leur stade depuis le 23 janvier. Ouais. Mais ils n'avaient pas gagné à l'extérieur non plus. Non, je sais pas, tiens. Ah non, c'est ça, ouais, non, non, Ouais, c'est ça, ouais. ils n'avaient pas gagné à l'extérieur non plus, ouais. Bah, c'est fait. Ouais. Donc, ouais, je donne Détroit pour le match 7. Je favorise toujours l'équipe qui joue à domicile, même si là, on a eu deux fois, coup sur coup, l'équipe qui reçoit, qui s'incline. Mais je pense que pour le match 7, je peux pas avoir confiance en James Harden. Ah, j'allais te dire, à ton avis, qui de James Harden ou de Donovan Mitchell passe le plus au travers sur ce match 7? Je sais pas, les playoffs, là, ça me fait penser à la série entre les Sixers et les Celtics en 2023, où les Sixers, je crois, menaient 3-2 et après se sont totalement écroulés dans les deux matchs suivants. Et Harden avait été catastrophique les deux fois, alors qu'il avait fait un match 5 pas dégueulasse pour le coup. Même si c'était Thaïs, Maxi et Embiid qui avaient vraiment bien joué, mais lui, il avait distribué des ballons, je crois qu'il n'avait pas pris beaucoup de tirs, mais il avait été distributeur, il avait marqué les tirs qu'il fallait, enfin bref. Et, euh, et ouais, non, je peux pas mettre une pièce là-dessus. Si il arrive à inverser la tendance, je serais pas mécontent pour lui. Tu sais, Oui, bah bien sûr, on n'a pas je lui besoin de souhaite pas de malheur Harden. à James Bah non, Harden. bien sûr que non. Là, ça m'a fait marrer de voir le compte James Harden FR là, sortir du bois sur Twitter en train de dire, en train de faire la leçon à tout le monde, en train de dire, hey, regardez mon poulain, comment il est trop fort. Après le match 5. Après le match 5, ouais. Et ça Ouais. m'a fait rire parce que je me suis dit, attends, arrête un peu. Je veux dire, comment tu peux être là à aboyer sur tout le monde alors que
que ton poulain, il a quand même un CV long comme le bras Après, tu vois, de contre-performance, quoi. techniquement, les Cavs peuvent vivre avec un mauvais match d'Harden ou un mauvais match de Donovan Mitchell, là où Détroit ne peut pas vivre avec un mauvais match de Cade. Tout à fait. Et ça, c'est quand même une donnée qui peut avoir son importance. Par pitié Complètement. que Cade Cunningham ne passe pas au travers. Ce serait vraiment une fin de saison trop triste pour lui. Ouais. Ouais, et puis là, effectivement, le banc des Pistons a répondu présent. Enfin, tout le monde était vraiment au taquet. Ouais. Donc, il va falloir renouveler cette performance. Est-ce qu'on va avoir un match de Tobias Harris, un match légendaire de Tobias Harris? Est-ce que c'est ce qui nous attend? Est-ce que Jalen Duren va confirmer son réveil ou pas? J'ai hâte de voir ça. Très Bah, franchement, en tout cas, il a donné des gages au premier tour. Hein, le match, Hmm. son match 7 face à, face à À Orlando, c'est Orlando. du lourd. Ouais, c'est vraiment du lourd. Ouais, écoute, on verra ça. Mais comme tu l'as très bien dit, ouais. James Harden, Donovan Mitchell à Cleveland. Tu sens, à Cleveland, il y a- franchement, il y a zéro excuse. S'ils perdent face à Détroit, vu la configuration de cette histoire-là, je je vois pas comment tu peux de pas prendre de décision assez claire quand même. C'est-à-dire changer de direction après ça, quoi. Pour moi, ça me Ouais, semble important. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense effectivement que ce sera la contre-performance de trop. J'ai l'impression que c'est Mais tu sais qu'en plus, difficilement tenable de justifier de dépenser autant d'argent pour une équipe tu me diras, ils perdent contre les premiers de la voilà, conférence. c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, il y a quand Ok, même aussi un peu le risque, effectivement, on te dise, mais en même temps, mais il y a la manière, quoi. voilà, oui, voilà, exactement. Il y a la manière et puis il y a l'argent dépensé. C'est quelque chose que tu Hmm. dis bien, mais effectivement, il y a aussi un monde où le discours dominant, c'est, bah, attendez les gars, c'était le quatrième contre le premier. Évidemment que le premier passe, on les a poussés en 7. Il y a quand même pas de quoi avoir honte. Faut que je me méfie de ce genre de sentiment parce que tu sais, j'ai l'impression que l'équipe qui va passer, que ce soit Détroit ou Cleveland, Il va se va faire se faire broyer. manger tout cru par Ouais. les Knicks. Or, par expérience, ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas toujours vrai que ça se déroule de cette manière-là. Donc, faut que je me fasse un peu violence là-dessus. Mais Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, de toute façon, si c'est Détroit, il faut pas oublier qu'une fois qu'ils seront dos au mur, ils vont commencer à jouer. Et que ça va devenir compliqué. exactement. Ouais. Oui, de toute façon, Détroit, c'est toujours Ozar Thompson, mais ça, c'est les qualités défensives de ce gars-là. Je sais pas si on réalise à quel point il est, Ouais. Oui, c'est ça. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait, à quel point ce mec est irréel défensivement. cette équipe de Détroit, avec sa défense et sa mentalité, dans tous les cas, ils vont emmerder leur adversaire. C'est-à-dire que, non mais voilà, ça Ça va sera être jamais, chiant, quoi. Ça va voilà, être ça sera chiant. jamais une partie de plaisir pour les Knicks en face. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Charlie. Bah écoute, avec plaisir, hein. Ouais. Les Spurs en finale de conférence, bordel, quel bonheur. Ouais, on va voir ça, on va voir ça, on va en discuter. C'est cool. Là, ça va être génial de suivre cette confrontation Spurs-Thunder. Ah bah c'est clair, Ça c'est va clair. être, c'est pour ça qu'on attend toute la saison, c'est pour ce genre d'événement, quoi. Oui, tout Et à là, fait. c'est vraiment un événement qui compte pour tout ce qu'elles représentent, ces deux équipes-là, c'est-à-dire la NBA moderne par excellence, quoi. C'est vraiment ces deux franchises avec deux talents extraordinaires je sais pas, qui sont en train de créer la nouvelle norme. Quand est-ce que ça va, enfin, sur les 5 prochaines années, j'entends tout le monde dire, ouais, pour les 10 ou 12 prochaines années ou 15 prochaines années. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Déjà, si ça dure 5 ans, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est 5 déjà ans incroyable. NBA, c'est énorme. Il peut se passer 36 000 trucs. Il va falloir re-signer tous ces gens-là. Il va falloir leur filer des thunes à un moment ou à un autre. Et il y a un moment, il va falloir faire un régime en termes au niveau financier. Donc voilà, après, quand tu as la réalité financière qui s'installe, c'est encore une autre paire de manches. C'est clair. Mais voilà, là aujourd'hui, quand même, quand tu regardes les Spurs, quand tu as ton meilleur joueur à 23 ans et que les deux autres, ils ont 22 et 20, ou 21 et 20,
19 ans, il a dit Ah, Dylan Dylan Harper. Harper, il a 19 ans, ouais. C'est n'importe quoi, c'est absolument ridicule. Ah non, mais moi je te dis, on nous ment. On nous ment sur son Voilà. passeport à ce mec-là. Il a pas 19 ans du tout. Là, voilà, je pense que tu vois, moi qui suis fan des Nuggets, bon, bah, va falloir que je m'habitue au fait que ça va être excessivement compliqué d'être enthousiaste et optimiste chaque année maintenant, quoi. En même temps, tu t'y attendais. Je veux dire, au moment de la Oui, finale oui, oui. NBA Cup, t'avais dit que les Spurs seraient champions vu qu'ils avaient perdu la finale d'NBA Cup. Donc, Oui, tu oui, t'attends. puis là, les Nuggets, pour moi, prennent pas du tout la bonne direction. J'en veux un peu à Jokic de promettre de re-signer aussi facilement sans oser une seconde utiliser son poids dans les négociations pour essayer de forcer un peu la main des proprios, quoi. Je trouve ça dommage. Parce que je pense que c'est la mauvaise. Il n'est pas stratégique. Il ne voit pas les choses comme ça. Je le conçois tout à fait. C'est aussi pour ça que je l'apprécie. Mais là, c'est contre-productif. Il y a une complaisance à Denver qui est en train de les tuer. Et je suis triste de le constater. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est difficile en même temps de trouver le juste équilibre entre, tu vois, vouloir avoir trop, tu vois, quand les joueurs veulent avoir trop d'impact sur les Tout à décisions fait. du front office, on les critique aussi, mais effectivement, c'est vrai que Jokic est un peu trop, on Là, a il un y peu avait trop le sentiment qu'il peut-être accepte pas tout ce qui va se passer, quoi. ouais, il y avait peut-être une façon de faire différente que de dire ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, allez-y. Après, moi, je vais te dire, si Peyton Watson ne signe pas chez vous, ça Ah, t'as m'arrange un envie de peu. l'avoir. Hein. T'as envie Ah de ouais, l'avoir, Peyton Watson. vraiment, Tu baves sur Peyton Watson, ah ouais, ça fait un moment que je c'est bave dessus, ouais. gênant, Charlie. Franchement, j'ai l'impression que tu. Il est encore dans mon équipe, là. Laisse-nous un peu le temps, là. Oh. Ouais, ça ne va pas durer bien longtemps, t'inquiète pas. Oh là là, mais quel. On verra, on verra. Chers on va libérer tout le monde. On va libérer les auditeurs. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi pour parler du premier match entre les Spurs et OKC et faire la preview probablement de la finale de conférence Est. Je sais pas, non, je crois pas qu'il y aura eu de match. Pas encore. Ce sera le soir même, je crois. Le premier match face aux Knicks. Voilà. Et d'ici là, très bon week-end. Et je vous dis à mardi. Ciao, bye bye.